Dans le monde d'aujourd'hui, il est souvent possible d'observer un paradoxe surprenant. Des enfants très prometteurs rencontrent des difficultés inattendues et éprouvent un sentiment de profonde solitude à l'âge adulte. Pourquoi ceux qui étaient censés devenir des leaders et des génies se sentent-ils déconnectés du monde et enfermés dans leur propre cage? Dans leur enfance, ils ont été entourés d'éloges et d'acclamations, et on leur a promis un avenir brillant. Mais en cours de route, les promesses se sont transformées en prison et les applaudissements en carcan. Beaucoup de ceux qui se sont distingués par leur intelligence et leur talent luttent aujourd'hui dans de nombreux domaines de la vie. Ils peinent à trouver la motivation, se sentent socialement maladroits, ont du mal à se lancer dans de nouvelles entreprises, à les mener à bien ou simplement à trouver un terrain d'entente avec les autres. Mais le pire, c'est qu'ils sont incapables d'expliquer la raison de leur état. En apparence, tout va bien. Ils sont toujours intelligents et capables, mais à l'intérieur, ils ressentent un sentiment constant d'isolement, comme si la vie leur échappait et qu'ils n'étaient que des spectateurs. Il s'avère que ce phénomène a des racines tout à fait compréhensibles. Souvent, les enfants intelligents construisent toute leur personnalité autour de leur intelligence, et ce qui les rendait spéciaux dans l'enfance devient le facteur même qui les piège à l'âge adulte. Pourquoi cela se produit-il et surtout, comment y remédier? Après tout, il ne s'agit pas d'un échec fatal, mais d'une stratégie de survie qui a fonctionné, mais qui a cessé de porter ses fruits. Comprendre comment et pourquoi cela s'est produit peut être le premier pas vers la libération et une nouvelle vie épanouie. À un jeune âge, la formation de l'identité est un processus assez simple. Les enfants ont tendance à se concentrer sur quelques aspects clés et à former leur image de soi autour d'eux. Par exemple, un enfant peut s'identifier à un amateur de Pokémon ou à un fan de nuggets de poulet. Cette unidimensionnalité est naturelle, car c'est ainsi que commence la formation de l'identité, avec des intérêts et des étiquettes simples. L'une des étiquettes les plus influentes qui puisse coller à un enfant est l'affirmation « tu es intelligent ». Cette phrase est fermement ancrée dans l'esprit de l'enfant, renforcée par les éloges des enseignants, des parents et des pairs, et devient une partie intégrante de l'identité personnelle. Au début, cela semble merveilleux. Lorsque l'on est enfant, le fait d'être intelligent attire les louanges et l'attention, ce qui permet de vivre la vie dans une sorte de mode facile. Il n'est pas nécessaire de fournir autant d'efforts que les autres, car tout s'apprend rapidement et facilement, ce qui permet à l'enfant de se démarquer des autres. Cependant, il y a un coût caché derrière tout cela. Lorsqu'un enfant est félicité pour son intelligence, l'accent n'est pas mis sur le travail, mais sur la facilité de la réussite. On encourage la résolution rapide des problèmes, l'obtention d'excellentes notes sans trop d'efforts et la compréhension instantanée de la matière. Avec le temps, une idée dangereuse s'installe. Si je suis intelligent, tout devrait être facile pour moi. Cette croyance mine imperceptiblement tous les efforts déployés à l'âge adulte. Dès qu'une difficulté, un échec ou un malentendu survient, il est perçu non pas comme un défi normal, mais comme une menace pour l'identité personnelle. Une voix intérieure murmure « Si je suis censé être intelligent, pourquoi est-ce que je rencontre de telles difficultés ?» Au lieu d'affronter les défis avec courage, la personne commence à les éviter, comme si elle avait peur de trébucher. Elle n'ose pas lever la main en classe si elle n'est pas sûre à 100% de la réponse, refuse de participer à des jeux où la victoire n'est pas garantie, et se détourne d'activités qui pourraient lui apporter de la joie pour ne pas apparaître comme quelqu'un qui n'est peut-être pas si parfait. Et peu à peu, l'horizon de la vie se rétrécit, se limitant à ce qui est déjà bien maîtrisé. On s'accroche à un territoire familier, en protégeant son image et sa perception de soi en tant que parfait intelligent, au lieu de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et à d'inévitables erreurs. Et c'est bien dommage. Alors que d'autres expérimentent, essaient, échouent et grandissent avec audace, ils se retrouvent piégés dans les limites étroites de sa propre zone de confort. Et plus cet enfermement dure, plus il est difficile de s'en libérer. À un moment donné, on se rend compte que toute la personnalité est bâtie sur des fondations qui semblent maintenant terriblement fragiles. On ne peut pas se permettre de trébucher. On ne peut pas permettre à quiconque de douter de son impeccabilité. On ne peut pas permettre la moindre menace sur ce qui fonde toute l'identité. C'est alors que l'on commence involontairement à ralentir, de peur de faire un faux pas. C'est à ce moment-là que le processus d'aliénation commence. L'arrêt de la croissance personnelle entraîne l'arrêt de l'interaction sociale active.
Cela vaut la peine d'y réfléchir. La véritable communication naît des efforts conjoints, du sentiment d'appartenance à l'équipe, du dépassement des difficultés communes et du travail acharné pour atteindre l'objectif. En refusant de participer à de tels événements, en évitant délibérément les situations où les gens se rapprochent, une personne manque de précieuses occasions de faire naître une amitié solide et des liens profonds. La peur de l'échec l'empêche d'adhérer à un club de loisirs. La nouveauté lui fait fuir le sport et les projets de groupe ne font que l'irriter. Sans s'en apercevoir, il s'éloigne du flux turbulent de la vie sociale, mais le besoin de socialiser ne disparaît jamais. Que se passe-t-il ensuite? La personne commence à se fier à son intellect, essayant de saisir l'essence des relations humaines en analysant plutôt qu'en ressentant de l'empathie. Elle devient un spectateur, menant des expériences mentales. Cela conduit au développement de ce que l'on appelle l'empathie cognitive, c'est-à-dire la capacité à comprendre logiquement les sentiments des autres, mais sans implication émotionnelle. À un certain stade, cela fonctionne. Vous parvenez à maintenir une conversation, à garder des contacts sociaux et même à paraître charismatique. Cependant, au fond, l'épuisement s'installe, car au lieu d'une communication sincère, vous devez constamment calculer chaque étape, réfléchir à chaque mot et analyser la réaction possible de votre interlocuteur. La communication devient une sorte de test qu'il faut réussir. Et pour éviter l'échec, on commence à l'éviter. C'est là que la solitude atteint son point critique, plongeant la personne dans l'abîme de l'aliénation et de l'incompréhension. L'intelligence est certes un outil puissant, mais son application aux problèmes émotionnels est souvent inefficace. La rationalité ne peut pas guérir la douleur émotionnelle ni améliorer l'estime de soi. Les tentatives de se convaincre logiquement de sa propre valeur ou d'analyser son comportement à l'infini ne produisent pas les résultats escomptés. L'intelligence est conçue pour résoudre des problèmes extérieurs, pas pour s'affirmer. La recherche d'une réponse intellectuelle à la question de la valeur personnelle est vouée à l'échec, car cette question exige une réponse émotionnelle. Chez les personnes douées, le développement émotionnel est souvent retardé, et lorsque la douleur émotionnelle devient insupportable, l'ego crée un mécanisme de défense. La personne se convainc qu'elle est unique et différente, expliquant le manque de communication par le manque d'intelligence des autres. Au lieu de reconnaître la solitude, la personne croit en sa propre supériorité. Il ne s'agit pas d'une croyance sincère, mais d'une manière d'éviter la douleur associée au sentiment de rejet. Ce comportement a été qualifié d'arrogance défensive et peut conduire à l'isolement. L'arrogance construit un mur entre la personne et les autres, empêchant la communication qui nécessite humilité, présence et vulnérabilité. Pour sortir du cercle vicieux de la suffisance fondée sur l'intelligence, il faut prendre des mesures radicales. D'abord et avant tout, il faut renoncer à s'identifier comme un enfant intelligent. Il ne s'agit pas de nier ses capacités, mais de reconsidérer les fondements sur lesquels repose l'estime de soi. Lier l'estime de soi à la facilité de la réussite crée une dépendance dangereuse, qui pousse à éviter toute situation de difficulté ou d'échec. Le désir de maintenir l'illusion de l'exceptionnalisme conduit à l'auto-sabotage et, finalement, à l'effondrement de cette illusion. Il est nécessaire de construire une nouvelle identité basée sur la volonté de grandir et de se développer. Il est important de ne plus se focaliser sur comment paraître intelligent, mais sur qu'est-ce qui m'aidera à aller de l'avant. Cela signifie qu'il faut renoncer à défendre son ego et accepter l'inconfort de l'apprentissage et de la maîtrise de nouvelles choses. Vous devez vous donner la permission d'essayer, de faire des erreurs et d'être incompétent dans un domaine. Il est important de participer non pas pour gagner, mais pour participer et se développer. Oui, cela peut être gênant et inconfortable. Cela peut sembler être un pas en arrière, mais c'est en fait le premier vrai pas vers la plénitude. L'ancienne identité insinuait que la valeur d'une personne était déterminée par son exceptionnalisme, alors que la nouvelle identité nous rappelle que la valeur réside dans le fait même d'être humain. Et être humain signifie avoir le droit à l'incertitude, à la lenteur de la croissance, au sentiment d'être perdu et de ne pas savoir quoi faire dans n'importe quelle situation. Mais la seule façon d'avancer est d'agir, même si ce n'est pas parfaitement ou intelligemment, mais simplement honnêtement, imparfaitement et humainement, un pas après l'autre. Lorsque le sentiment de stagnation, d'apathie ou de détachement chronique de la réalité devient votre compagnon de tous les instants, lorsque le désir d'être le plus érudit de l'entreprise tourne à l'obsession, il est temps d'envisager la situation sous un angle différent. Commencez par repenser votre narration,
Abandonnez l'envie d'impressionner et concentrez-vous sur la sincérité. Il n'est pas nécessaire d'être intellectuellement brillant pour faire partie de quelque chose de plus grand. Il suffit d'être prêt à être présent, même lorsque c'est difficile, inconfortable ou peu familier. Si vous pouvez laisser tomber la version de vous-même qui cherche à s'élever au-dessus des autres, vous retrouverez la connexion au monde que vous avez perdue depuis longtemps. Non pas comme une récompense pour un accomplissement, mais comme le résultat d'un désir sincère de descendre de son piédestal et de rejoindre l'existence humaine ordinaire. Et il s'avérera que ce monde n'est pas si mal. De plus, c'est le seul endroit où l'on peut vraiment être perçu comme réel. Et surtout, c'est le seul endroit où vous vous sentirez enfin